Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Radio. Hier, la présidente de la Commission espérait aussi obtenir un feu vert pour signer l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. En Amérique latine, donc, la signature de ce traité a finalement été reportée. Plusieurs pays se sont montrés réticents. C'est le cas de la France, notamment. Et cela peut ressembler à une victoire pour les agriculteurs qui se sont fait entendre dans les rues de Bruxelles hier, mais ce n'en est pas une. Un report, ce n'est pas suffisant pour eux. Le secteur de la betterave sucrière, par exemple, craint le pire. Il y a déjà beaucoup de sucre sur le marché européen. Alors ouvrir les échanges aux pays du Mercosur, c'est donc une concurrence dont il ne veut pas. Reportage Thomas Mikils. Christophe a fini d'arracher ses betteraves. Cette année est très bonne. Il a récolté plus de 100 tonnes à l'hectare. Mais la récolte a été abondante, à la fois au niveau des racines et aussi au niveau teneur en sucre cette année-ci. Mais derrière cette bonne productivité, il y a une mauvaise nouvelle. La production a été bonne partout et cela a des conséquences sur le prix. Ça va se traduire par une abondance de sucre sur les marchés et qui dit abondance dit pression sur les prix. On va être dans un revenu qui sera moindre que le revenu qu'avaient nos parents. Comme environ 3500 producteurs belges, ces betteraves seront bientôt amenées dans cette raffinerie. Et en cette période, les camions font la file. La production est importante, trop importante même. C'est ce qui explique qu'en 2 ans, le prix du sucre a baissé d'environ 50%. Alors, chez nous, on demande désormais aux agriculteurs de baisser leur productivité. On va tous produire 25% de moins de betteraves et à des prix qui seront aussi réduits. Donc, c'est une double sanction pour les producteurs belges, alors que l'année passée, on avait déjà diminué de 15%. Donc, sur 2 ans, ça ferait 40% en moins de production de betteraves. En cas d'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, cela ne va rien arranger. Selon les agriculteurs, ce sera du sucre en plus en Europe et une concurrence déloyale. On nous demande à nous de produire un produit sain qui correspond à la demande du consommateur, mais alors il faut aussi que les produits qui sont importés soient de la même qualité. Et forcément, dans cette raffinerie, avec cet accord de libre-échange, la production risque d'être moins rentable. Les 200 000 tonnes de Mercosur, c'est une usine en Europe. On a fermé 5 usines l'année passée en Europe. Déjà, une est annoncée d'être en stand-by cette année, je parle au niveau européen, pas en Belgique. Et donc le risque est là. Au total, 500 000 tonnes de sucre sortent chaque année de cette raffinerie. Mais avec le Mercosur, ce nombre pourrait bien être revu à la baisse dès l'année prochaine. De quoi nourrir l'inquiétude du producteur belge jusqu'au personnel de l'usine. Alter Radio. Faut-il signer l'accord commercial européen avec le Mercosur? C'est le sujet du débat éco ce vendredi. Thomas Porcher, Dominique Seux, bonjour messieurs. Bonjour. Repoussé mais pas abandonné, on l'entendait dans le journal. Nouvel épisode dans le parcours houleux de ce traité qui sème la zizanie, le Mercosur. C'est donc une signature négociée par l'Union européenne avec 4 pays d'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay
l'Uruguay qui a été reporté au janvier prochain. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a annoncé hier lors d'un sommet européen et on va en débattre aujourd'hui. Est-ce que vous avez, vous, les idées claires et faut-il signer ou pas selon vous? C'est la première question et c'est laquelle je vais vous demander de répondre pour clarifier vos positions respectives en une ou deux phrases. Signer ou pas, Thomas Porcher? Non, il faut pas signer. J'irai même plus loin. Je pense qu'il faut un peu remettre en cause tous les accords de libre-échange que nous avons signés récemment, parce que ils ne répondent pas, pour moi, aux problèmes de souveraineté de l'Union européenne, au retard sur l'innovation, aux inégalités ou même aux questions environnementales. Donc pour moi, c'est des accords du passé qui répondent à un monde qui n'existe plus aujourd'hui. Alors justement, c'est au nom de la souveraineté, de l'urgence à s'occuper de la souveraineté économique de l'Union européenne qu'Ursula von der Leyen disait qu'il fallait signer ce traité avec les États-Unis qui avaient augmenté leurs droits de douane. Même question, Dominique Seux. Eh bien, réponse différente. Je pense que oui, il faut le signer. Alors, on n'est plus à un mois près, on en est à 20-25 ans. Au total, l'Union européenne a des accords de libre-échange avec beaucoup d'endroits dans le monde et ils sont globalement gagnants, même très globalement gagnant, et je crois que le Mercosur est, comme souvent chez nous, c'est le bouc émissaire de difficultés internes et notamment sur la compétitivité de l'agriculture française. La meilleure preuve en est, c'est ma troisième phrase, pardon, la meilleure preuve en est que il y a eu beaucoup de bruit autour du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, et je crois que le bilan, au bout de quelques années, ne fait aucun doute, il est gagnant pour l'Union européenne et la France. Thomas Porcher. Alors, il faut pas regarder des grands agrégats. Vous savez, il y a monsieur Pisani-Ferry, on en avait discuté quand il a reçu sa Légion d'honneur, il a dit une des erreurs dans son discours, qui a été publié d'ailleurs dans la presse, il a dit une des erreurs a été de regarder les gains... Économiste, inspirateur de l'Emmanuel Macron de 2016. Et il a dit une des erreurs est de regarder les agrégats et de dire que l'on est gagnant, parce qu'il y a toujours des gagnants et des perdants. Et donc, on ne s'occupe pas assez des perdants. Alors effectivement, il y a des secteurs qui ont gagné, mais il y a d'autres secteurs qui ont perdu. Et les gains ont été très faibles. Et par exemple, le CETA, il n'a pas été mis en place complètement. On a un peu de recul. Je pense qu'en termes environnementaux, on est très largement perdant. Donc il faudrait attendre un petit peu, moi je pense, pour crier victoire. Alors oui, certains secteurs, par exemple le champagne ou d'autres, en ont probablement profité. Mais je suis pas sûr. Quand je vois aujourd'hui... C'est ce qui est dit aujourd'hui à propos du Mercosur. Je termine. Quand je vois aujourd'hui comment les Canadiens essayent de négocier à la baisse un certain nombre de normes, parce que c'est pas parce qu'on a signé que ça s'arrête, c'est des living agreements. Je me dis que la bataille n'est pas forcément encore gagnée, qu'il faut pas crier victoire aussitôt. Alors quittons le nord de l'Amérique pour aller au sud et revenir sur le Mercosur, Dominique. Quand on regarde de très près la question agricole, les pays européens ne sont pas sur la même position, alors que ce sont tous des pays qui sont en transition sur le plan climatique notamment. Donc la France est dans le même camp aujourd'hui parmi 27 pays que la Hongrie et la Pologne. Et l'Italie l'a rejoint pour des raisons tactiques, et ça se paiera quelque part sur un autre sujet, de toute évidence. Donc nous sommes dans le camp, en gros, des ceux qui sont ou qui ont été eurosceptiques. Donc c'est quand même un message assez curieux d'Emmanuel Macron et de la France sur ces sujets-là. La grande question, et Thomas a raison sur ce point, c'est il y a un prix à payer. Est-ce qu'il est trop élevé? Le prix à payer, c'est il est moins favorable à l'agriculture qu'il ne l'est sur d'autres secteurs, et notamment l'industrie. Moi, je pense que le prix à payer sur l'agriculture est extrêmement faible et que le gain sur l'industrie est extrêmement fort. Sur l'agriculture, résumons-le en un chiffre, que tout le monde maintenant a en tête parce que c'est le chiffre, on parle de 99 000 tonnes de bovins en plus, sur l'ensemble de l'Union européenne, d'importation du Mercosur, sur une consommation de l'Union européenne de 7 millions de tonnes par an. Donc, en réalité, c'est totalement marginal. C'est totalement marginal, Thomas Porcher. Oui, mais ça exerce quand même une pression sur les prix, notamment sur le bœuf, la volaille, le sucre. Et encore une fois, après, c'est d'abord une pression sur les prix, puis ensuite c'est une pression sur les normes, parce que le but de ces traités... Regardons les poids qui sont sur la balance, Thomas. Juste d'un mot, parce que la France vend déjà quelques 6 milliards d'euros de biens vers le Mercosur, qui ne seraient pas perdantes. Donc la France, elle exporterait davantage de machines, d'équipements électriques, de matériel de transport, aéronautique, automobile...
etc. Attention, parce que c'est... Et idem avec les communications et la gestion des infrastructures de transport. Vous êtes encore dans le monde d'il y a 20 ans, quand la stratégie commerciale européenne a été pensée. À cette époque, il y avait deux gros pôles. Enfin non, là, en l'occurrence, ce sont les exportations françaises. Oui, mais je vais vous le dire. Il y a deux gros pôles qui existaient à l'époque, c'était les États-Unis et l'Europe. Aujourd'hui, il y a un pôle qui s'appelle la Chine. Voilà. Et qui inonde ces marchés. Par exemple, au Brésil, là, l'industrie automobile européenne pense qu'elle va être gagnante. Vous savez, 90% des voitures électriques achetées au Brésil, elles sont quoi? Elles sont chinoises. Et vous savez qu'aujourd'hui, au Mercosur, les importations sont plus majoritairement européennes. Elles sont majoritairement chinoises. Donc, quand on prend ça en compte, quels vont être les gains? Vous savez quels vont être les gains d'ici à 2040 qui ont été estimés, hein? Ça reste des estimations. Mais on est sur des gains qui sont de 0,05% de PIB d'ici. Alors, on passe un temps fou à négocier des traités pour des gains qui sont très faibles en termes économiques et qui sont assez désastreux en termes environnementaux. Je vais utiliser la formule d'un journaliste de Libération ce matin, Jean Quatremer, correspondant à Bruxelles, qui dit dans le Jurassic Park, qui est devenu l'économie mondiale, où il y a des dinosaures, voilà, il y a des grands fauves qui se battent, il est très important que l'Union européenne ait un accord avec un continent qui se tournera moins vers la Chine, parce qu'il est en train de se tourner vers la Chine. On sait que les États-Unis seraient absolument ravis, d'ailleurs ça devrait nous être un bon indicateur, les États-Unis seraient absolument ravis que cet accord ne fonctionne pas. Alors soyons concrets, quand on regarde les 27... Revenons quand même à l'essentiel. Nos difficultés de l'agriculture sont d'abord internes. Notre déficit, nous sommes en déficit sur l'agriculture vis-à-vis des autres pays européens. Ce qui n'est pas le cas des autres pays européens. Notre puissance agricole a reculé chaque année. Et ce sont des difficultés internes. C'est, excusez-moi, le coût du travail dans les fruits et légumes. Ce sont les normes, Dominique, les surpropositions. On n'aura jamais le coût du travail du Brésil. On n'aura jamais les normes environnementales, les normes sociales du Brésil. Et vous le savez très bien. Mais il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit pas de ça. En même temps, messieurs. Thomas, pardon une seconde. Je suis en train de vous dire que c'est vis-à-vis des autres pays européens que nous avons nos déficits qui sont en train de se creuser. Mais pourquoi il faut régler nos problèmes. C'est comme la semaine dernière, nous avons discuté de Brandt, nous avons discuté de l'industrie, de la compétitivité. Réglons nos problèmes et n'allons pas chercher en permanence des bovins émissaires. L'Allemagne a bénéficié des travailleurs détachés d'Europe de l'Est qui étaient moins chers et ça a beaucoup avantagé son agriculture. L'Europe de l'Est est contre, une partie des Europes de l'Est est contre ce traité parce qu'ils savent qu'ils vont perdre un avantage comparatif. Mais la majorité des 27 sont pour. Ils ont une main d'œuvre moins chère. La majorité des 27 est très largement pour. Si on prend par exemple la première économie européenne, à savoir l'Allemagne, elle y est très largement favorable puisque ça verrait, cet accord s'il était adopté, ça verrait baisser les tarifs sur les voitures, les machines-outils, les produits chimiques, pharmaceutiques. Les Pays-Bas, la Belgique, tout le nord de l'Europe, ils sont favorables. On peut pas dire que ces pays, parce que normalement à ce stade de notre débat, nous sommes à la moitié, vous devriez dire, Thomas, excusez-moi, vous devriez dire, oui, mais les normes sanitaires, est-ce qu'on va manger des trucs dégueulasses? Bon. Et là, je dois vous répondre à ce moment-là. Écoutez, est-ce qu'il y a 24 pays gouvernements qui veulent empoisonner leur population? Non. Et vous avez cité, monsieur Quatremer de Libération, je vais citer une étude du CAE. Je reconnais que c'était un petit coup de pied. Voilà, du Conseil d'analyse économique, avec un certain nombre d'économistes brillants, qui en 2019 a sorti un rapport très intéressant sur les traités de libre-échange. Ils ont dit que l'Europe a une très forte capacité à écrire des traités, mais a une très faible capacité de contrôle des biens entrants sur son territoire. On le voit bien avec Chine, alors je sais qu'on veut contrôler tous les colis, c'est la mode. Mais là, ce qu'ils disent, je vais les citer. L'Union européenne sait négocier des traités, mais elle ne sait pas en assurer le suivi, si bien que le non-respect d'engagement par les États signataires n'est qu'insuffisamment détecté. Conseil d'analyse économique 2019. Alors là, si on me dit que l'agriculture, même si c'est une petite partie, mais les biens agricoles qui vont rentrer sur le territoire vont être tous contrôlés et qu'on va s'assurer que toutes les normes vont être les mêmes que les normes européennes, permettez-moi d'en douter. C'est une question de fond ou c'est une question de forme? Et après tout, il suffit de contrôler que les clauses miroirs, comme on dit, la réciprocité soit respectée. Avec des si, on refait le monde. Ali, c'est là. Il suffirait d'eux. C'est là que Thomas et moi, nous devons reconnaître la limite de nos débats, qui est que nous ne savons pas très précisément dans le détail comment c'est contrôlé, comment techniquement ça peut être davantage contrôlé, mais c'est sur ce point-là qu'il faut mettre l'accent. Et si la France obtient
elle a obtenu un certain nombre de choses quand même ces derniers mois sur les contrôles. Mais évidemment, comme c'est très technique, ça n'intéresse plus personne. Oui, et puis surtout... Mais c'est sur ce point-là qu'il faut mettre l'accent, et il faut que les bovins argentins ne soient pas le Chine de l'agriculture. Alors, on dit que l'Europe essaye d'avoir, et vous avez l'air d'en douter, Thomas Porcher, mais des assurances sur les normes. Normalement, les hormones de croissance, les pesticides, les antibiotiques seraient davantage surveillés dans les productions des pays d'Amérique du Sud. Mais ça bénéficierait, parce que tout est complexe, aux vins français, par exemple, qui sont taxés à 27% aujourd'hui dans les pays du Mercosur. Les spiritueux, 35%, les fromages, 28%. C'est-à-dire que cet accord permettrait donc aussi de bénéficier à une partie de l'agriculture, Thomas Porcher. Qui achète les fromages. Oui, et les fromages. Oui, mais qui achète dans ces pays-là des spiritueux, du champagne ou des biens protégés ou du camembert. Alors les fromages de grande qualité. Sont les classes moyennes. Classe moyenne même supérieure. Donc vous voyez, en réalité, en fait, il y a certains secteurs effectivement, les appellations protégées, les appellations protégées vont en profiter. Arrêtez, Dominique. Mais vous savez, la réalité, c'est quoi? C'est que la plupart de ces traités qui sont signés sont ignorés par les peuples. Par exemple, est-ce que vous savez qu'on a signé un traité avec l'Indonésie en septembre 2025? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que vous savez qu'on a signé un traité avec le Vietnam en pleine pandémie? Donc, ces traités sont aussi ignorés par les peuples. Et la vraie question, c'est est-ce qu'ils répondent aux problèmes de l'Europe? Est-ce qu'ils répondent aux problèmes de souveraineté? Non. Au problème environnemental? Non. Au problème d'innovation? Non. Au problème de réindustrialisation? Non. Mais non, Dominique, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Au moins, il y a débat. Et d'un mot, Dominique, puisque le débat arrive à son terme. Première phrase, l'excédent agroalimentaire européen a énormément grandi depuis 20 ans. Et en France, c'est une bonne nouvelle. Mais non, parce qu'on a nos problèmes internes. Voilà. Et deuxièmement, je dois reconnaître que sur le plan politique, je ne vois pas trop comment Emmanuel Macron va s'en sortir de cette impasse, parce que il n'exclut pas d'accepter l'accord en janvier. Oui, mais attendez, il y a le salon de l'agriculture, puis après il y a les municipales, donc je vois pas trop comment il peut se dépatouiller de cette affaire. Et donc le résultat, quand même, au bout de quelques années, c'est nous sommes dans le même camp que la Hongrie. Il faut quand même qu'on réalise ça. Thomas Porcher, ce sera le mot de la fin. Dominique est un peu dénigrant avec les pays de l'Est aujourd'hui, mais quand ça l'arrange, mais quand ça l'arrange parfois, notamment sur les déficits et les dettes, il est très content de les citer en exemple. Bon, merci en tout cas à tous les deux. D'autres pays. Histoire à suivre. Alter Radio. Cet accord est négocié âprement, durement, entre la Commission européenne et les pays qui composent le Mercosur, pour créer finalement une zone de libre-échange qui, concerne ou va plutôt impacter à peu près 700 millions de personnes, ce qui fait rêver les promoteurs de ce type d'accords commerciaux, bien sûr, mais on va voir que la réalité est un petit peu plus difficile. On regarde dans le détail des enjeux, en fait, de ce qui est sur la table. Alors, j'enregistre la vidéo au moment où, précisément, à Montevideo, dans la capitale de l'Uruguay, va se tenir un sommet des pays du Mercosur. Il était attendu peut-être que l'accord soit signé lors du G20 les 18 et 19 novembre 2024. Ce n'a pas été le cas. On sait que l'opposition de la France est assez frontale et a joué. Il n'y a pas eu de conclusion de l'accord au Brésil. En revanche, à Montevideo, pour le sommet du Mercosur, pour les pays qui se réunissent là-bas les 5 et 6 décembre, il est prévu probablement une annonce sur cet accord. Madame van der Leyen, qui est donc la présidente de la Commission européenne, est sur place. Elle a fait le déplacement express, qui est un signe politique, bien sûr, qu'un accord est imminent. Elle a d'ailleurs tweeté sur le fait qu'un accord était en vue, ce sont ses mots. Alors, un accord, ça veut dire que un texte est signé entre la Commission européenne et entre les pays membres du Mercosur, mais ça ne veut pas dire un accord qui rentre en vigueur. Pas du tout. Il y a encore un long processus derrière qui attendrait ce texte. C'est d'abord un accord, il est signé, et puis ensuite il est validé pour la partie européenne par le Conseil de l'Union européenne, des ministres des Affaires étrangères, qui se réunissent et qui votent à la majorité qualifiée, parce qu'il est probable que pour éviter de donner à la France un droit de veto que lui conférerait une décision à l'unanimité des 27, il suffirait que la France s'oppose et que l'accord soit caduc, on va pas présenter l'accord dans sa globalité, mais simplement sa partie commerciale. C'est probablement une des stratégies que va développer Madame van der Leyen, pour que la décision du Conseil européen intervienne à une majorité qualifiée. C'est un peu technique.
En fait, on va découper l'accord en petites parties, on va le compartimenter et on va faire passer la partie commerciale qui est la plus importante d'un certain point de vue, avant, sans les parties politiques, de coopération, etc. Et donc, c'est une majorité qualifiée en Europe qui devrait en décider. Et là, pour que la France bloque, il faudrait que cette dernière soit capable de réunir ce qu'on appelle une minorité de blocage, avec un minimum 4 pays de l'Union européenne qui font 35% de la population pour que l'accord soit pas validé par le Conseil de l'Union européenne. Alors ça paraît très peu probable, et puis de toute façon, une fois que l'accord serait accepté par le Conseil, il devrait être ratifié à son tour par le Parlement européen qui, en la matière commerciale, a un droit de codécision avec les États réunis donc au sein du Conseil de l'Union européenne. Voilà pour la mécano européenne. Donc tout ça nous envoie des temporalités et des délais très longs pour que tout ça soit adopté. Par ailleurs, une fois que le Parlement européen se serait prononcé, chaque pays pourrait à son tour ratifier ou pourrait consulter la population sur cet accord. Donc il peut encore se passer plein de choses sur le Mercosur. C'est pas demain matin, en gros, qu'il se mettra en place, s'il doit se mettre en place. Mais en tout cas, politiquement, ce qui va se jouer est très important. Mais moi, je voudrais parler aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup en France la vision de cet accord depuis la France, en tout cas depuis les États dirigeants, les classes dirigeantes européennes. Moi, je voudrais un petit peu parler de ces enjeux du point de vue des Sud-Américains, parce que là aussi, le sujet est épineux et complexe. Alors, en résumé, ça fait donc 25 ans que ce texte est négocié. Qu'est-ce qui bloque du côté sud-américain, pas européen, hein, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ce qui bloque du côté sud-américain, et ça peut surprendre les gens qui vont écouter, c'est que les Sud-Américains, au fond, la possibilité d'exporter plus de matières agricoles, de produits agricoles, bien sûr, ça les intéresse, d'augmenter ce qu'on appelle les quotas d'exportation que l'Union européenne pourrait autoriser pour que ces pays pénètrent les marchés européens. Bien sûr, il s'agit d'agrumes, de café, de viande, de soja, tout un tas de choses. En fait, bien sûr, ça les intéresse, mais ça leur suffit pas aux pays sud-américains. Ils veulent négocier autre chose, pas simplement d'être confinés ou spécialisés précisément dans des exportateurs de matières premières, en contrepartie de quoi? De la pénétration sans retenue des produits européens à haute valeur ajoutée, industriels, services, banques, finances, etc., produits transformés en tout genre européens. Et ça, ils considèrent que ce deal, en quelque sorte, est asymétrique. C'est le mot que les Sud-Américains emploient. Ils considèrent, ils sont pas eux-mêmes contents de l'accord, puisqu'ils considèrent qu'il est trop asymétrique, dans le sens où il limite les possibilités des Sud-Américains aux matières premières, en contrepartie d'une ouverture de leur marché à tous les produits industriels et les services européens, y compris la possibilité pour les entreprises européennes de pouvoir répondre aux appels d'offres publics des États latino-américains. Et ça, c'est quelque chose qu'ils veulent continuer de négocier, parce que ce que veulent les Sud-Américains, c'est des accords qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir se réindustrialiser. L'Amérique latine souffre énormément de sa désindustrialisation, qui a plusieurs facteurs. Dans la dernière période, ces facteurs, c'est justement l'ultra-spécialisation agricole ou de matières premières. C'est aussi le poids très important qu'a gagné la Chine et qui est venu en Amérique latine de manière beaucoup plus compétitive, concurrencer les produits des quelques filières productives sud-américaines, en particulier brésiliennes et argentines en matière industrielle, qui sont pas compétitifs par rapport aux Chinois, les Américains, et donc l'accord qui serait là aussi beaucoup trop favorable aux Européens par rapport aux petites industries latino-américaines. Donc ils veulent des accords aujourd'hui qui leur permettent finalement de protéger un peu leur marché, tout du moins certains secteurs, certaines filières industrielles, pour pouvoir développer ou relancer des industries nationales, par exemple en matière d'automobile, par exemple en matière de transition énergétique, et ils ont besoin pour ça de protéger leur marché, de ne pas les laisser ouverts à des multinationales européennes qui, dans l'accord, par ailleurs, exigeraient des latino-américains qu'ils ne les concurrencent pas sur les secteurs où ils arrivent. Donc, du côté sud-américain, et ça c'est une position qui se retrouve dans pas mal de pays, en particulier en Argentine et au Brésil, on peut même dire que les entrepreneurs, le patronat, pour dire les choses ainsi, de ces deux pays, sont en général assez opposés à cet accord, pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors les latino-américains essayent de négocier ça, d'avoir la possibilité de s'industrialiser, d'avoir pour cela, pas simplement une protection des marchés, mais aussi des transferts de technologie, aussi des partages de droits de propriété intellectuelle sur des brevets qui leur permettent d'avoir accès, si vous voulez, à des technologies
et au droit de pouvoir en fait développer des secteurs productifs dans leur pays. Et ils considèrent aujourd'hui ils considéraient que l'accord avec l'Union européenne n'était pas de ce point de vue assez satisfaisant, et chez eux, ils avaient une pression assez importante des industries, une certaine partie du patronat qui n'étaient pas contents avec cet accord. Alors aujourd'hui, il y a des points d'accord qui sont arrivés. Pour les bateaux américains, c'est plutôt l'extension des quotas, c'est certains produits sur lesquels ils peuvent concurrencer les Européens, mais ça reste quand même assez limité. Et enfin, ce sera un peu le dernier point que j'aborderai aujourd'hui, entre Sud-Américains, la question du Mercosur et des négociations dans un bloc comme cela commercial avec des pays étrangers ne fait pas l'unanimité entre les gouvernements qui composent le Mercosur. Le Brésil est très attaché au Mercosur, il est très attaché au fait que ces 4 pays négocient ensemble en bloc leur politique commerciale avec des partenaires, que ce soit l'Union européenne aujourd'hui, ou le Japon, la Chine, ou que sais-je demain ou hier. Il veut, le Brésil, que ce soit en bloc, que ce soit négocié. C'est pas la position traditionnelle de la droite argentine en particulier, qui aujourd'hui est au pouvoir avec Javier Milei, mais aussi en Uruguay et aussi au Paraguay. Ces 3 pays considèrent que le poids du Brésil étant ce qu'il est trop important dans disons l'hégémonie du Mercosur, que ses positions en général sont celles qui l'emportent par rapport aux 3 autres. Ils exigent aujourd'hui plus de flexibilité au sein des pays du Mercosur pour les autoriser à pouvoir avoir des politiques commerciales bilatérales, nationales, et c'est la position aujourd'hui de Milei qui s'est résolu manifestement à accepter de signer le Mercosur, probablement en échange d'engagements de pays européens et des États-Unis de accompagner l'Argentine et de faire des négociations à l'avantage de Buenos Aires avec le Fonds monétaire international auquel le pays doit des dizaines de milliards de dollars écrasés par la dette colossale qu'il a empruntée dans les années 2015 avec Mauricio Macri, l'ancien président de droite argentin, probablement qu'en contrepartie d'un deal sur la dette finalement argentine, et puis aussi l'engagement peut-être du Brésil que, disons, la possibilité pour l'Argentine de pouvoir négocier ou avoir des négociations commerciales bilatérales avec les pays qu'elle souhaite en dehors du bloc du Mercosur, a amené Monsieur Milei à accepter finalement de ne pas faire exploser ce difficile arrangement au niveau international. Mais le problème du Mercosur, c'est tout simplement son futur, parce qu'aujourd'hui, il y a des positions, comme je viens de dire, assez différentes, voire divergentes entre les membres qui la composent, dans leur rapport à ce bloc et à la capacité de ce bloc à parler au nom de tous. Et l'Uruguay, comme l'Argentine, sont aujourd'hui des pays qui souhaitent un petit peu plus d'autonomie, d'indépendance par rapport au Mercosur, pour négocier des accords de libre-échange plus directement, selon des conditions qui leur plaisent, qui les intéressent directement, en se passant en quelque sorte de l'arbitrage du Brésil pour la politique commerciale sous-régionale. Ça, c'est les éléments du point de vue de l'Amérique du Sud dans ces négociations Mercosur. Donc l'avenir du Mercosur n'est pas si assuré que cela, et même, ce sera ma conclusion, si demain on apprenait que l'accord était signé, et côté européen il y a tout ce qui va se passer que j'ai évoqué, mais côté sud-américain aussi, ce sera quand même pas mal d'énigmes, parce que une fois que les 4 gouvernements auront signé ou auraient signé, il faudra là aussi que l'accord soit ratifié, validé par les congrès nationaux de chaque pays membre du Mercosur. Et là, on rentre aussi dans une zone d'inconnu, parce que dans tous les congrès, les présidents qui ont négocié vraiment n'ont en général pas la majorité. C'est le cas du Brésil, c'est le cas de l'Argentine de Milei, même si Milei peut compter sur la droite probablement pour l'aider, et peut-être même une partie des péronistes, mais enfin il n'a pas la majorité à lui seul. En Uruguay, un nouveau gouvernement s'installe avec Monsieur Yamandu Orsi, qui est un président de gauche, qui vient de gagner l'élection, qui prendra ses fonctions en mars 2025, donc après l'hypothétique signature de l'accord du Mercosur, dans un pays où il n'aura pas la majorité au Sénat, au Sénat il l'aura, mais pas à la Chambre des députés, il lui manque quelques députés, mais peut-être qu'il aura une majorité. En tout cas, tout ça ira être débattu dans le congrès aussi uruguayen, comme paraguayen, et donc on est encore devant des possibilités de retournement, de blocage, qui feraient que, encore une fois, le chemin institutionnel de la mise en place et du passage de la signature à la mise en œuvre de l'accord du Mercosur n'est à ce jour encore pas du tout assuré, aussi bien pour la partie du vieux continent que pour la partie sud-américaine.